Bienvenue dans Question de comprendre. Depuis 2019, 20 communes au Burkina sont assistées en matière de bonne gouvernance budgétaire. C'est dans le cadre d'un projet porté par le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques, CRFP. Ce projet donc vous sera présenté largement tout à l'heure. Ses acquis également, c'est avec des acteurs de la mise en œuvre sur ce plateau. Monsieur le maire de la commune de Koupéla, Aruna Tirogo, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Herman Douagneau, vous êtes secrétaire exécutif du CRFP. Bonsoir et bienvenue. Nous avons également sur ce plateau le maire de la commune de Tiankoura, Monsieur Siepola, bienvenue. Bonsoir. Et puis enfin le maire de la commune de Béré, Monsieur Issouf Cabré. Merci Yann. Alors pour commencer, comment est-ce que vous présentez le CRFP et également le projet donc qui fait objet de cette émission ce soir? Ce qu'il faut dire du CRFP, qui est dénommé Centre donc, de recherche, d'études de recherche appliquées en finances publiques, c'est une initiative qui est née autour donc, de 2016 et qui a été mise en place par des praticiens des finances publiques, mais aussi des finances locales. Et les objectifs poursuivis, donc, c'est la valorisation de la recherche pour mettre en place donc, des innovations dans la gestion budgétaire des communes et dans le suivi donc, des politiques publiques de développement. Et à ce titre, ce que nous avons décidé de faire en termes d'objectifs, c'est de contribuer donc à la promotion d'une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, mais aussi dans la conduite des politiques de développement, à la promotion d'une participation citoyenne, parce que on se dit que tout pays ou toute communauté se développe donc à travers ses fils et ses filles. Donc c'est de les amener à faire des contributions en termes d'appui conseil, mais aussi en termes de suivi. Et également, nous avons appelé aussi à la reddition des comptes, donc à la redevabilité des autorités, parce que quand on mandate un élu, c'est qu'à la fin donc, de son exécution, il puisse se rendre compte à la population de ce qui a pu être fait, ce qui n'a pas pu être fait et quelles ont été les difficultés, et ensemble, quelles solutions nous pouvons trouver donc, pour améliorer la gestion future. Et ce projet donc, qui a été donc mené à bien depuis 2016, a abouti autour de 2017 donc par sa reconnaissance officielle au niveau du ministère donc de l'administration territoriale et de l'administration de la cohésion sociale à travers un récépissé. Et donc c'est sur cette base que nous sommes constitués donc en ONG locale, donc qui a pour mission d'accompagner les entités publiques en charge donc du développement développement économique et social depuis le niveau central jusqu'au niveau local. Et le projet qui est donc en question aujourd'hui, donc ce soir, à travers cette émission, c'est un projet que nous avons déroulé, un projet de renforcement de la veille citoyenne de la redevabilité sociale que nous avons déroulé sur le financement UNICEF au niveau donc de 20 communes d'intervention. Et donc vous avez quelques-uns des maires des communes d'intervention ici présents qui pourront revenir donc sur les actions donc de ce projet et également sur la plus-value donc que ce projet a pu apporter. Donc voilà rapidement ce qu'on peut dire du Centre d'études de recherche appliquée en finances publiques. Vous allez répondre à toutes les premières questions. Quelles sont les zones qui sont concernées par ce projet? Vous avez cité 20 communes qui sont concernées. Déjà, dans quelle zone? Tout à fait. Et il faut dire que nous avons 4 principales régions où nous avons pioché des communes pour intervenir. Il y a la région du centre-est, donc où nous avons la commune de Koupéla, monsieur le maire est là. Nous avons la commune de Andem-Tenga, de Baskouré, de Gounguin, de Tamsom-Tenga et de Yargo. Donc ça, ce sont les communes de Kouritenga qui ont été couvertes. Et au niveau donc du Boulougou, nous avons couvert les communes en passant, il faut noter aussi la commune de Dialagaï. Au niveau du Boulougou, c'est les communes de Bagré et puis de Garango qui ont été couvertes par cette intervention. Et dans le sud-ouest, nous avons couvert la commune de Tiankoura,
la commune de Dano, de Djebougou, de Dissine, de Dolo, mais aussi la commune de Djebougou, de Djebougou. Et donc voici un peu ce qu'on peut dire par rapport à ces deux régions. Au niveau du centre-sud, nous avons couvert la commune de Béré et la commune de Guiba. Et pour terminer au niveau des hauts-bassins, c'est la commune de Koumbia, la commune de Houndé et la commune de Boné qui ont été donc les communes bénéficiaires donc de cette intervention. Et les domaines d'intervention? Les domaines d'intervention, nous sommes dit que pour une première, il ne fallait pas adresser beaucoup, donc il ne fallait pas ratisser large, mais il fallait beaucoup plus se recentrer sur les thématiques qui intéressent en tout cas les populations de ces communes. Donc c'est le domaine de l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, c'est surtout l'éducation primaire et post-primaire, mais aussi le préscolaire, et aussi le domaine de la santé. A été couvert le domaine de la nutrition, donc la sous-thématique nutrition, mais aussi nous avons essayé de jeter notre intervention sur le domaine de l'approvisionnement en eau potable et assainissement. Il y a plusieurs raisons à cela, parce que ce sont des thématiques en dehors de la nutrition qui n'est pas transférés de façon spécifique aux collectivités territoriales. L'ensemble de ces domaines-là, ce sont des domaines qui connaissent quand même un transfert de compétences assez poussé donc aux collectivités territoriales. Et le deuxième aspect, c'est que ce sont des secteurs qui touchent en fait la plus grande majorité de la population, pour ne pas dire toute la population. Donc pour nous, c'est de faire en sorte que les collectivités, en améliorant leur gestion, puissent fournir les biens et les services dans ces thématiques-là pour prendre en charge au maximum donc les besoins que les communautés ressentent dans les différents domaines. Monsieur le maire de Coupéla, comment est-ce que ce projet a été mis en œuvre au niveau de votre localité? Okay, donc d'abord permettez-moi de vous remercier et remercier donc le CERA-FP, voilà, donc pour la prise en compte donc de ma commune, voilà, donc dans sa zone d'intervention. Voilà, donc il faut rappeler que donc ce projet ou la mise en œuvre de ce projet donc dans ma commune, voilà, donc vise donc premièrement donc à l'ancrage démocratique et institutionnel. Voilà, donc ce qui veut dire que d'abord il y a eu donc des formations, voilà, et donc sur donc le rôle donc de chacun des acteurs, et à la suite il y a eu donc la formation donc de certaines structures, voilà, donc de suivi donc des activités, voilà, donc des activités publiques, voilà, réalisées soit par le gouvernement ou bien par la mairie, tout ce qui est ouvrage public, voilà, et au-delà de ça, les conseillers municipaux, les CVD ont été également outillés également donc dans chacun donc dans son rôle, voilà, donc pour pouvoir suivre donc les activités. Voilà, au-delà de ça, il faut dire que nous en tant qu'exécutif communal, voilà, ça a été un ouf, voilà, pour nous, parce que on a au-delà donc des structures initiales, voilà, donc des structures donc complémentaires, voilà, donc qui sont venus en appui, voilà, donc de ce que donc on était en train de faire. Voilà, donc pour ce qui a trait donc au marché public, voilà, donc souvent on donne un marché, voilà, il y a l'entreprise qui est là, il y a son suivi contrôle qui est là, mais au-delà de ce suivi contrôle, il y a donc voilà, donc cette cellule, voilà, donc on appelle, voilà, commission communale donc de veille citoyenne, voilà, qui est là au quotidien et qui suit donc voilà les travaux afin que donc cela donc se passe donc dans les normes, voilà, donc conclues dans les cahiers des charges. Voilà, donc c'est dire que à quelque part il faut dire que la mise en œuvre de cette ONG était vraiment donc la bienvenue, et ça a pu voilà changer beaucoup de choses donc dans notre quotidien. Monsieur Poda, qu'est-ce que ce projet-là a changé au niveau de votre localité? Oui, et à l'entame, je voudrais également dire merci pour tout ce que Seraf a pu faire à l'intérieur de la commune. Et il faut dire qu'il y a déjà un certain nombre de temps, depuis 2017, que nous avons accueilli en tout cas les premières autorités, que M. Danu ici,
Alors donc dès lors la mise en place du comité de veille sur le terrain a permis en tout cas, faut dire, à la commune de connaître une avancée. Et il faut dire que dès lors qu'ils ont été mis en place, et certainement avec le renforcement des capacités que vous avez pu offrir aux membres là-bas, ils ont pu en tout cas se placer en interface, disons, en tout cas un interlocuteur assez sérieux, parce que dès lors que déjà ils commencent à suivre nos activités, à nous faire des propositions, nous pensons déjà que c'est vraiment une telle organisation que la commune souhaiterait avoir. J'ai toujours dit que je sais qu'ils ont produit un document. Et ce document, c'est toute une analyse qu'ils ont pu faire du paysage et un peu de la commune, tous les domaines dans lesquels, en tout cas, SERAF, en fait, en tout cas comme cheval de bataille, l'eau, l'assainissement et la santé, je crois, ils ont pu faire des observations, ils ont soulevé et évoqué des problèmes. Et ce qui nous a paru intéressant, ils ont fait des recommandations. Et ces recommandations nous permettent aujourd'hui, en tout cas, de regarder qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas, un temps soit peu pour le bonheur de la population. Donc, disons que c'est vraiment un plus que ça peut apporter, en tout cas, et en même temps qu'il regarde un peu notre gouvernance et qui nous interpelle. Bon, tout ça, nous pensons que c'était vraiment des interlocuteurs que nous avons fini par avoir, et grâce à SERAF, c'est vraiment une bonne chose. Monsieur Cabré, qu'est-ce qui a changé dans votre entendement donc, des concepts de bonne gouvernance et de suivi citoyen après, dans le cadre de ce projet-là? Oui, merci TV, merci à cette ONG qui nous a fait rêver. Je pense qu'on a déjà tout dit, on a déjà tout dit, et aujourd'hui je pense que si vous arrivez dans les communes, même s'ils n'ont pas 6-7 cellules de veille qu'ils ont mises en place et donc ils travaillent étroitement avec, n'a pas pris la place des communes, il y a quand même un travail fabuleux qui s'est fait. Et encore que les communes se sont un peu retirées, en tout cas dans notre commune, on s'est totalement mis à l'écart, on les a laissés faire. Et ça nous a permis, parce que c'est ce que nous devions faire normalement en tant qu'exécutif local, que cette ONG, via bien sûr le comité de veille citoyenne au niveau communal, fait. Parce que rendre compte, faire ces plaidoyers auprès des gens, équiper, suivre pas à pas ce qu'on fait, au-delà de ce que le responsable vient de dire, ce n'est même pas des secteurs qui sont visés, c'est totalement un truc holistique. Parce que quand on vient vous parler de la réalisation et de l'exécution de votre budget, ils œuvrent à ce que ce soit des budgets participatifs, même si ça ne dit pas son nom. Et là, ça prend tous les domaines en compte. Et le travail qu'ils ont fait, j'ai vu avec Covid, c'est que ce comité a fait dès le premier moment, en se jetant dans la bataille quand les gens avaient peur, en faisant le tour de tous les villages pour sensibiliser avec des masques au début. Ça nous a donné un grand ouf de soulagement. Vous savez que notre zone était, moi-même, j'étais covidien, donc ça donnait un grand ouf quand on était isolé, quand on était enfermé chez nous, et c'est eux qui faisaient le travail. Ils ont été outillés parce que moi j'étais au début, on était à leur siège, on a eu en tant que maire, et avant même qu'on mette en place ce comité de veille citoyenne là, on était déjà outillés nous-mêmes, avec nos argents d'ailleurs, avec ces responsables qu'on avait choisis. Et puis ils nous ont laissé choisir. Ils nous ont dit de désigner des gens pour être des points focaux. Maintenant on a donné effectivement à des gens de la société civile qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui se sont accaparés de la chose, ils se sont cooptés à 11 ou en tout cas une dizaine et quelques, et ils ont mis leur structure en place, et ils nous talonnent même, ils nous talonnent tous les jours, je vais tel document pour voir, je vais tel document pour voir. Je vais dire tout simplement, en parlant de tout cela, pour dire que le quotidien a bougé. Et ça va continuer de bouger parce que ce qui est très intéressant, c'est le renforcement des capacités et surtout le changement de mentalité qu'ils ont pu inculquer au niveau des gens. On n'a pas donné forcément, il y a eu des installations de lampes solaires, de quoi. Mais ce n'est pas ce matériel qui est important. C'est surtout ce qu'ils sont arrivés à faire au niveau de la population, à faire prendre conscience. C'est l'essentiel et je pense que ça ne finira plus jamais. Ça va rester des stigmates inébranlables qui ne vont jamais s'effacer. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Changer les mentalités des populations au niveau des communes. Vous avez un gain substantiel, mieux que de venir leur donner effectivement quelque chose de matériel. Et ça, ils ont joué vraiment leur partition et il faut vraiment s'en féliciter et les féliciter. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres du nombre de jeunes que vous avez touchés dans chaque commune? Oui, il faut dire que en gros, on a touché environ 3000 personnes de par nos interventions. Parce qu'on a fait des émissions radio, on a fait du théâtre forum pour sensibiliser
des populations sur les bonnes pratiques nutritionnelles. On a également tenu des ateliers plaidoyers avec les autorités et avec les différentes structures membres du comité. On a également eu des séances de renforcement des capacités, pas seulement à l'endroit des comités, mais aussi à l'endroit des élus locaux. Je sais que nous avons fait une formation sur le rôle même de l'élu dans la gestion de la cité, dans le processus budgétaire. Comment l'élu doit jouer son rôle et accompagner le maire pour qu'on ait quand même des budgets qui répondent aux aspirations les plus profondes des populations. Donc l'un dans l'autre, à chaque renforcement des capacités, on avait autour de 300 personnes touchées. Maintenant, puisque c'est 20 communes, donc 15 fois 20 rapidement. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire également, c'est que les émissions radio, il y a eu quand même une masse qui a été touchée, y compris les théâtres forums qu'on a pu donc tenir sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Monsieur Poda, est-ce que à votre niveau, il y a eu certaines difficultés à intégrer les jeunes dans la façon de faire à travers le projet? Oh, non, pas du tout. Bon, au départ, on avait des appréhensions, mais très vite, nous avons compris que c'était vraiment une structure de plus qui nous a même apporté une plus-value. Au départ, on avait un peu peur, mais néanmoins, nous avons accueilli quand même la nouvelle en son temps et nous avons dit qu'on allait essayer. Mais avec le temps, nous avons compris que les difficultés, il n'y a eu aucune difficulté. Et plutôt, nous sommes comportés de mieux en mieux. Alors, puisque, comme je l'ai dit, il faut dire que la structure nous interpelle. Et en même temps qu'ils font des instaurations, ils nous font des recommandations. Et je crois que nous disons qu'ils se mettaient même en notre part pour mieux réfléchir. Et nous reversons justement, nous nous approprions tout ce qu'ils font et je crois que c'est nous qui gagnons. Donc il n'y a pas de difficulté. C'était la peur au tout début et c'est tout à fait normal. Et tout ce qui est nouveau, en tout cas, n'inspire pas trop confiance, mais avec le temps, tout va bien. Et quelles sont les grandes actions qui ont été réalisées à votre niveau à travers ce projet depuis 2019, c'est ça? Oui, comme l'a dit les autres collègues des communes, des deux communes qui sont là, il faut dire qu'eux-mêmes ils sont pleins d'initiatives. Voilà, pleins d'initiatives. Je crois qu'ils vont même au-delà de ce qu'il faut dire que c'était une structure qui avait des choses qui étaient dormantes. L'arrivée vraiment de ces RAVP a réveillé en eux toutes certaines compétences. Et là, nous-mêmes, on s'y attendait le moins. Parce que lorsque ils se retrouvent et qu'ils prennent des initiatives d'aller déjà fermer des trous, des nids sur des voies, ça c'est déjà formidable. Alors, au moment de la pandémie également, c'est des gens qui sont cotisés et qui ont fait des lave-mains, c'était formidable, ils sont rentrés dans les marchés et nous aider à faire, c'était fantastique vraiment. Hein? Au-delà de ce que j'ai dit, le cadre qui se retrouve, qui réfléchit, qui fait des recommandations à la commune et qui viennent, qui m'interpellent et qui demandent à comprendre certaines choses. En tout cas, c'était formidable. Qu'est-ce qui a été vécu au niveau de Coupéla? Qu'est-ce qui a changé avec la mise en œuvre de ce projet? En 2018, voilà, et on se rendait compte que en 2018, avec l'implémentation du budget participatif, il fallait donc demander le concours donc de tout le monde. Et maintenant, quand vous regardez donc cette cellule communale de veille citoyenne, c'est-à-dire c'est des représentations donc de ces structures-là, voilà, donc qui se sont réunies, voilà, donc pour faire le même travail. Donc, et cela donc nous a permis sincèrement, voilà, donc de toucher beaucoup plus la population, voilà, donc en termes de sensibilisation. Ça a influé également donc sur voilà, donc les recouvrements des recettes et le fait donc de traduire notre budget communal en langue, le simplifier, voilà, pour que tout le monde le comprenne, le vulgariser donc à tous les niveaux, voilà, donc c'est quelque chose vraiment de très important, voilà, et quand cela est fait, quand cela est compris donc de tous,
voilà, donc il va de soi que donc cette population donc puisse s'impliquer fortement, et cette implication également va créer donc un climat de confiance, voilà, donc entre donc la communauté et les dirigeants que nous sommes, et cela donc va booster réellement donc le développement. Voilà, donc c'est ce que donc nous avons pu donc constater, et nous pensons que donc avec donc des initiatives privées que ces structures donc sont en train de faire, voilà, donc il est vraiment donc de bon ton, voilà, que nous puissions donc les accompagner afin qu'ils puissent perdurer, voilà, dans le temps et dans l'espace, pour toucher le maximum donc de cette population, afin que donc le changement donc du paradigme soit une réalité. Voilà, donc c'est ce que donc je peux dire, voilà, donc à Kupila. Bien. Monsieur le maire de Béré, Monsieur Cabré, oui. Est-ce que c'est exactement la même chose à votre niveau aussi? Oui, bon, je pense qu'on en a tout le développement qui est fait ne fait que des éloges. Et ça, je pense qu'il n'y a pas eu d'écueil qui se cache quand c'est jeune de dire. C'est parce que justement, il y a beaucoup d'activités qui sont souvent pleines d'embûches, qui sont pleines de difficultés. Mais je pense qu'ici, bon, peut-être chez nous, au tout départ, il y avait des désignations de membres de syndicats qui causaient un peu, qui faisaient un peu de bisbille, mais ils se sont très vite ressaisis. Vous voyez comment la composition même de ce comité communal de veille là était, au départ, ça donnait la possibilité de réussir. Il y avait beaucoup plus de possibilités et ça aujourd'hui par exemple, au lieu que, parce qu'il y avait tous les syndicats de l'éducation nationale se sont retrouvés et ils ont désigné leurs représentants au niveau du comité. Au niveau de la santé c'est pareil, les gens ont désigné des gens pour venir les représenter dans ça. Et au lieu que ces gens se présentent à la mairie comme ils le faisaient de par le passé pour se plaindre de tel ou tel comportement, il y a toujours le feedback, puisque c'est eux-mêmes qui font les plaidoyers, c'est eux-mêmes qui font les investigations, c'est eux-mêmes qui font les découvertes. Et quand ces membres-là repartent dire à leurs membres, à leurs militants, voici ce qui se passe au niveau de la construction des logements, voici ce qui se passe au niveau de l'achat de la cantine, voici ce qui se passe au niveau de l'achat des fournitures scolaires, vous êtes quittes. Parce qu'ils savent, ils sont venus. Et d'ailleurs, le maire, en tout cas moi particulièrement, j'ai été suffisamment, parce que je n'ai pas suffisamment de temps, je ne suis pas sur place, et les responsables chargés des marchés, comptables, SG et consorts, ce qu'ils font, généralement, je n'ai pas très bien l'œil dessus comme ces gens-là. Parce qu'eux, ils viennent, ils demandent les documents. Et souvent, ils reviennent avec des critiques, parce qu'il y a quand même des intellectuels là-dedans, il y a des enseignants, il y a des infirmiers. Et quand ils viennent avec les critiques, souvent, ça revient jusqu'au maire. Et eux-mêmes, ils sont méfiants maintenant. Les responsables des chargés des marchés et consorts, ils ne s'attendent plus à des contrôles qui viennent de Ouaga, mais ils savent que ces gens-là, s'ils reviennent ici, ils vont aller encore dire au maire qu'on a mal monté sur. Donc, ça fait un contrôle, on va dire quoi, c'est pas un contrôle interne qui est là permanemment et qui gêne, effectivement, qui pousse les gens à ne pas commettre des gaffes parce qu'ils savent que ça sera révélé du jour au jour. Ça, c'est comme je le disais avant, il y a des changements de mentalité qui se sont opérés avec des initiatives locales de ce genre-là. Ce qui n'existait pas de par le passé. Et quand j'ai regardé d'autres aspects, regarde les équipements au niveau des écoles, ils identifient des points, c'est-à-dire des personnes de ressources au niveau du village. Et ils se déplacent à voir, ici, ils le voient, ils disent nous on est allé voir votre village, mais les élèves n'étudient pas la nuit. Si on avait des lampes pour installer au niveau de l'école, ça allait bien. Nous on n'a pas les fonds, si vous pouvez nous aider. Ils ont identifié des gens comme ça au niveau des villages et ils les ont poussés parce qu'ils pouvaient le faire, mais ils ne le faisaient pas. Il a fallu ce déclic-là, qu'ils viennent les voir et puis les dire si vous pouvez nous aider avec un 100 000, nous allons compléter. Et il y a des gens, effectivement, aujourd'hui, qui ont annoncé toujours même qu'ils vont électrifier telle école, ils vont électrifier tel dispensaire, par le biais de ces petits comités-là. Des gens qui sont effectivement partis de rien, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas rémunérés, mais qui font du travail fabuleux comme ça. En tout cas, il y a des changements notables et tout le souhait là, je pense que même si l'ONG, c'est sûr que ça va être le cas, si ça prend fin, je pense que c'est aussi un gros appel au niveau des communes là, pour qu'on prenne totalement cette relève là, pour faire en sorte que ce soit des structures, des gens du comité qui ne disparaissent plus jamais, mais qu'on tente à faire en sorte que ce soit périn, pour qu'ils soient là, parce que ça aide, ça contribue énormément à rentabiliser les actions de la commune. Et comme je le disais aujourd'hui, moi j'ai fait une seule redevabilité durant toutes les 5 années là. Je n'avais pas non seulement le temps, mais surtout les moyens pour faire ça. Mais eux, parmi ces intersaisons que moi je ne fais pas là, eux ils font. Et quand ils font leur redevabilité, je me soustrais, je ne pars même pas. Ils ont fait ça 2-3 fois, moi je me suis gardé d'aller. Parce que si je pars, il y aura des jeunes, les gens ne vont pas parler parce qu'il y a quand même des positions, ils vont dire que, si on dit que le maire a mal travaillé, on les laisse, ils vont faire avec la population sans toi. Et ils font le rapport. Tu as la réalité, un peu, vraiment l'image réelle de ce que toi tu fais. Et ça te permet, si tu es vraiment un homme qui veut le développement et le changement, de faire des corrections. En tout cas, on a étroitement travaillé avec eux et ils nous ont vraiment
vraiment rendu très bien même, hein, parce que quand ils partent, ils font quelque chose, ils ont compris, ils ont même expliqué clairement entre eux, nous ne venons pas pour faire effectivement de la politique, c'est-à-dire pour venir dire que le maire travaille mal ou qu'il travaille bien. On vient juste pour dire la réalité de ce qu'on rencontre. Et cette réalité-là, si il est dans le camp mauvais, alors le maire va prendre effectivement faire ce qu'il en veut. S'il est dans le camp bien aussi, il va prendre et puis faire ce qu'il... Et c'est ce qu'ils ont fait. Toujours dans ce... Et c'est cette dynamique qui m'a plu. Nous les avons même récompensés. Ils ont reçu 2 certificats de mérite lors de nos journées de redevabilité parce que c'était fabuleux le travail qu'ils ont fait. Ça nous a énormément aidé. Et là, il faut vraiment avoir le courage de le dire. Monsieur Dogno, est-ce que c'est effectivement ce que vous attendiez? Exactement, c'est vrai que quand on a déroulé, ils l'ont dit, tout ce qui est inconnu effraie toujours et ça peut même donner motif à réticence. Mais je crois qu'on a opté pour une stratégie qui tendait beaucoup plus à rassurer les autorités communales, mais aussi à rassurer les acteurs de la société civile qui allaient prendre part donc à cette veille citoyenne. Vous savez, si aujourd'hui vous faites de la veille citoyenne, vous vous dites rapidement, si je dis des choses qui ne plaisent pas au maire, il peut me créer des problèmes. Voilà. Donc on les a rassurés et également. On ne s'est même pas limité à là. On a aussi rencontré les services techniques déconcentrés de l'État pour leur expliquer que bon, ces comités-là, il y aura des mois, ils viendront vers vous pour collecter des informations et effectivement faire une photographie de la gestion de la commune. Parce que c'est cette photographie qui permet de se regarder dans le miroir et de dire bon, j'y peux corriger telle ou telle chose. Ce qu'on ne peut pas corriger, ça aussi c'est l'autre aspect, c'est de documenter. Parce que dans notre pays, on n'a pas de la culture donc des statistiques et de la documentation, donc de l'écrit. C'est de documenter les problèmes qui ne peuvent pas trouver solution au niveau local avec les autorités communales, mais les remonter jusqu'au niveau ministériel et jusqu'au niveau même gouvernemental si possible pour essayer de trouver les solutions. Par exemple, aujourd'hui, je sais qu'on a énormément documenté donc, les insuffisances liées au transfert de compétences et le transfert de ressources. Et à chaque fois qu'on a un cadre de concertation avec les ministères en charge de l'éducation, de la santé et même de l'approvisionnement en eau potable ou des cadres avec le gouvernement tout court, on remet en tout cas sur la table tout ce qui a été documenté par ces comités-là, parce que c'est ça la veille citoyenne. Donc on a établi une passerelle entre le niveau local et le niveau national, parce que les choses ne peuvent pas, le niveau local n'est pas déconnecté du niveau national. Puisque une partie du budget, pour ne même pas dire environ 40 à 45% du budget des communes est financé par les transferts de ressources donc des collectivités. Voilà. Donc il faut qu'on puisse aussi adresser cette question et ça a été aussi une idée qu'on a mis en avant. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui pour nous, je le disais, on a tenu un atelier ce matin, vraiment les résultats sont au-delà de mes espérances. Parce que je ne m'attendais pas à 17 mois de mise en œuvre à de telles actions et surtout des actions de la part même des comités, parce que on peut mettre des comités en place mais qui s'asseyent et puis qui vous regardent. Tant que vous ne les orientez pas, tant que vous ne les dites pas quoi faire, bon, ils ne font rien. Et ça peut, bon, ils peuvent dire qu'ils n'ont pas de ressources, mais au-delà des ressources, eux-mêmes ils vont mobiliser des ressources auprès d'autres personnes, d'autres partenaires, et qui les aident à mener donc des petites activités au niveau de leurs communes respectives. Et j'ai été vraiment édifié lors de la mobilisation de ces comités-là pour justement accompagner les autorités dans la gestion de la riposte au temps chaud même où tout le monde disait qu'il n'y avait pas de ressources. Donc, bon, c'est vraiment très appréciable. Il faut dire que c'est satisfait total, quoi. Vous parlez de ressources. Votre partenaire technique et financier, c'est l'UNICEF. L'UNICEF, pardon. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. D'accord. Vous pouvez dire un mot sur le partenaire ? Oui, un mot, c'est que bon, il faut dire que l'UNICEF a un certain nombre de domaines d'orientation sur lesquels ils accompagnent donc le gouvernement du Burkina. Donc cette veille citoyenne également pour l'avènement d'une bonne gestion axée donc sur
l'impact des réalisations et l'équité même dans la répartition des ressources publiques c'est leur cheval de bataille, parce que l'idée ce n'est pas toujours de continuer à dire je demande donc à tendre la main, mais qu'à un moment donné on se rend compte que nous-mêmes nous avons des possibilités à notre niveau qu'on peut mettre en avant pour notre développement. Et cette veille citoyenne également a identifié ce nom, parce que c'est les secteurs dans lesquels nous intervenons actuellement. Certainement qu'on va, dans la pratique, on va au-delà, mais quand on conçoit un document, il faut toujours circonscrire. Voilà, donc c'est ce qui a fait qu'on a choisi ces secteurs-là. Et ce sont des secteurs dans lesquels l'UNICEF veut que le gouvernement du Burkina puisse faire des résultats. Donc c'est comme si on venait en appoint à l'action de l'UNICEF, mais aussi à l'action gouvernementale, pour permettre aux autorités qui sont des autorités communales, qui sont des entités de développement, de pouvoir mieux gérer ces aspects. Donc délivrer par exemple des soins de santé en gérant bien, délivrer donc les soins éducatifs, les services éducatifs en gérant bien, faire en sorte qu'il y ait l'accès et donc la qualité donc dans l'enseignement, mais aussi permettre à toutes les populations d'adresser leurs droits socio-économiques en termes de droit à l'alimentation. En passant, c'est même le cas qui nous a amené à adresser la nutrition, parce que une alimentation équilibrée, c'est ce qui peut permettre d'avoir donc une population valide à un moment donné. Sinon, si vous êtes malnutri, d'abord sur le coefficient intellectuel, vous allez pratiquement mettre de côté une bonne partie de votre jeunesse. Donc il faut permettre à la jeunesse d'avoir les dispositions pour mieux réfléchir, pour mieux adresser donc son développement et mieux porter son développement. Donc c'est l'un dans l'autre, ce sont des actions comme ça, des actions comme ça sur lesquelles l'UNICEF intervient. Et quand l'UNICEF nous a donc approché pour la mise en œuvre d'un projet de veille citoyenne. Et nous, on s'est dit qu'il serait bien d'aller dans ce sens où d'abord on tue la méfiance qui existe entre les autorités et les populations, et que les autorités aussi puissent dire je ne peux pas développer une commune sans mettre à contribution les populations de cette commune. Et deuxièmement, c'est que on est maintenant dans une logique d'une demande de transparence, d'une demande de participation qui est plus accrue de la part des populations. Et les autorités également, étant mandatées, sont dans une logique de vouloir rendre compte aux populations de ce qu'elles ont pu faire donc sur une certaine durée. Donc l'un dans l'autre, c'est de faire en sorte que le peu qu'on a puisse profiter à tout le monde et équitablement réparti. Nous avons également le point focal au niveau de Houndé. Je me nomme Lanou Nialo. Je suis le point focal du comité communal de veille citoyenne de Houndé. Au début de l'émission, et chaque fois quand les maires prenaient la parole, ils ont toujours souligné que les débuts n'ont pas été faciles. Merci pour ces maires d'avoir compris, d'avoir accepté et de nous accompagner. C'est également ceux qui n'ont pas encore compris, ça n'existe parce que c'est un document budgétaire, ils refusent ils s'obstinent, ils refusent de les remettre. Si on vous donne le budget, les PPM, mais des DAO, d'autres disent carrément ils ne vont pas le faire. Parce que c'est l'usage qu'on a fait. Certains disent clairement, soit s'ils vous remettent le document, peut-être que les opposants vont utiliser ça contre eux. Mais après quand même 15 mois, 17 mois d'application, je crois que la situation a réellement évolué. Aujourd'hui, les relations avec un bon nombre de maires, vraiment ça va. Et également, ça a renforcé même également nos relations avec les services techniques déconcentrés de l'éducation, de la santé. Parce que je trouve également à nous une opportunité pour poser des problèmes, parce que nous faisons surtout des études sur le terrain avec eux, avec les populations qu'on remonte. Et là où on peut intervenir directement sur les questions, nous on intervient. Voilà. Monsieur Douanier, on entend que le projet a permis de créer une certaine bonne communication entre les autorités locales et la population. Que pensez-vous qu'il y a encore à faire à travers ce projet-là ? Le champ est vaste. Oui. Je dirais que nous ne sommes qu'au début.
On a tantôt parlé des budgets participatifs. En réalité, actuellement, nous sommes à la forme primaire des budgets participatifs. Donc, les budgets participatifs, tels que son nom l'indique, c'est qu'il peut y avoir un comité communal de veille citoyenne, mais les autorités, à l'entame même, c'est-à-dire avant la réception de la circulaire budgétaire, sur la base donc des priorités définies dans le PCD et dans le PAI, devraient faire le tour normalement de tous les villages et de tous les secteurs du ressort territorial donc de la commune pour demander quelles sont les aspirations en termes de besoins en services sociaux, mais aussi en termes de besoins en cadre économique favorable, donc qui peut être favorable donc, aux activités donc, des populations. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi de responsabiliser ou de faire cet encadrement pour dire à la population ce que nous avons arrêté ensemble pour faire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une caisse qui est déposée à la mairie. L'argent là doit venir de vous. Moi, je suis le maire, c'est pas de ma poche que l'argent là va sortir. Vous êtes des contribuables, et donc si on doit construire une école, qu'on regarde ensemble comment vous contribuez donc à la contribution de ces écoles-là. Et allant dans ce sens, les uns et les autres vont s'exprimer, et finalement, le budget qui va sortir, quand des constructions vont se faire, l'entretien est plus simple, puisque les populations vont mesurer leur contribution financière, leur contribution en termes de recommandations, en termes d'idées, par rapport à l'infrastructure qui a été construite. Et comme l'infrastructure va répondre à un besoin réel, elles ne viendront pas saccager l'infrastructure ou vandaliser l'infrastructure. Donc ça, c'est des éléments que nous allons adresser dans la phase à venir. L'autre aspect, c'est que on a une situation où la culture orale est prédominante par rapport à la culture écrite. Aujourd'hui, si vous passez par exemple une émission radio, vous avez plus de chances d'être écouté par la majeure partie de la population donc des communes que quand par exemple vous imprimez un document et vous distribuez. D'ailleurs, même si les gens reçoivent, ils ne vont pas lire. Ou ils diront ça, j'allais dire, à main levée, mais ils ne vont pas s'intéresser vraiment à tout ce qui est dedans. Donc pour nous, c'est de simplifier l'information budgétaire de sorte à ce que en 3 minutes de vidéo, donc de capsule vidéo, que l'individu qui peut peut-être recevoir donc cet élément-là par le trichement de WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux, puisse déjà comprendre en 3 minutes qu'est-ce que le maire a prévu en termes de recettes, qu'est-ce que le maire a prévu en termes de dépenses et où en tout cas diriger donc l'argent en termes d'infrastructure, en termes de fonctionnement, ainsi de suite. Et quelle est l'exigence qu'on lui fait par rapport à la contribution donc des différentes taxes et impôts qu'on doit collecter au niveau donc de ces communes. Et la question également de la responsabilisation, donc il faut toucher le maximum parce que on s'est rendu compte que à terme, si on ne fait pas attention, les comités communaux de veille citoyenne peuvent prendre en otage le processus. C'est un très bon processus, mais étant donné que la désignation, quand vous durez ensemble, il y a le copinage qui va s'installer. Donc à un moment donné, ils diront, bon, ok, nous on s'entend, on va dire au maire que bon, ce sont nos structures de base qui nous ont désignés. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Tout simplement parce qu'ils se seront tellement habitués que ils vont se couvrir et ils vont commencer à faire des choses qui ne sont pas donc correctes et à dire au maire même de faire certaines réalisations qu'ils auront portées. Mais parce que tout simplement ça répond aux besoins des membres qui se trouvent donc dans les CCVC. Donc pour que l'action puisse toucher toute la population, il faut qu'on puisse commencer à inventer des mécanismes de restitution de ce que le comité fait au niveau donc des populations cibles, mais aussi penser à voir comment on peut appeler même à la contribution de la population à travers donc ce comité qui est mis en place, qui est une plateforme composite donc qui réunit un certain nombre d'organisations. Donc voici un peu ce que je peux ramasser par rapport
à ce qui reste encore à faire. Comme je l'ai dit, nous sommes à nos débuts. Il reste beaucoup de choses à faire. Oui, qui peut être pris sous forme de plaidoyer également. Oui, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Oui, et ça, c'est même notre action de prédilection. Parce que les détenteurs de pouvoir, que sont les autorités communales et puis les autorités étatiques, c'est eux qui doivent donner suite donc aux revendications ou aux recommandations des comités d'éveil citoyen. Donc ce que nous faisons, c'est de faire vraiment des plaidoyers, surtout en ce qui concerne la nutrition. On s'est rendu compte avec les structures de santé dans les différentes zones que la malnutrition n'est pas comprise et c'est en passe d'être un grave problème de santé publique. Donc pour nous, c'est de dire si les autorités peuvent déjà dégager des ressources, et là je fais le lien avec le Fonds minier de développement local qui est actuellement en application, où il y a des ressources, c'est de voir quel plaidoyer nous pouvons faire au niveau étatique pour dire de mettre donc dans la liste des projets éligibles là au fonds minier au niveau des collectivités la prise en charge par exemple de la nutrition et d'autres aspects. Il y a aussi la nomenclature budgétaire qui ne dépend pas des autorités des collectivités territoriales, mais que nous devons donc revoir au niveau donc de l'État central à travers par exemple une budgétisation par programme pour voir si le maire a un programme arrêté pour la délivrance des services sociaux qui puisse trouver une action pour la prise en charge de la nutrition. Donc vraiment ça va être des actions comme ça que nous allons conduire donc les prochaines années. On va donner la parole au maire pour des propos plaidoyers. Monsieur Poda. Oui, et avant d'arriver à certains plaidoyers que j'ai en tête, je voudrais ajouter justement sur un peu les actions de SERAF. Il faut dire que j'ai aimé parce qu'ils ne sont pas limités juste à la veille citoyenne, mais ils sont allés au-delà par l'éducation même de l'élu local. Je sais qu'au sortir des élections, il était encore difficile, et surtout sur les questions budgétaires. Et tout était, à tout moment, il était dit que nous allons faire en sorte que les budgets ne passent pas, mais je crois qu'après l'éducation que nous avons eue, par la formation que nous avons eue, en tout cas les tensions ont suffisamment baissé. Et les gens ont compris que le budget ce n'est pas l'outil du maire mais l'outil du conseil municipal, en ce sens que tout le monde s'accorde à aller sur ce qui est plus intéressant. Donc je voulais ajouter ça parce que ça c'est aussi on a apprécié au niveau de Tiankora, mais vraiment au niveau du plaidoyer, il faut dire que lorsque nous prenons le document élaboré par la veille citoyenne de Tiankora avec beaucoup de recommandations, il y a des choses qu'ils ont demandé en son temps d'inscrire dans le budget. Mais bon, la difficulté c'est tout ça, parce qu'il faut dire que les communes n'ont pas les mêmes forces financières, et malheureusement Tiankora en fait partie, donc nous n'avons pu inscrire aucune de leurs activités, mais tout de même nous sommes engagés à la recherche des choses. Alors lorsque nous regardons un peu la nutrition, nous pensions qu'effectivement c'est vraiment bien que nous les prenions en compte, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons malheureusement le fonds minier dont a évoqué en tout cas M. Douagneau, qui arrive avec des orientations. Et nous pensons autant de financements comme ça nous arrivent avec des orientations. Et je crois qu'il faudrait que de ces orientations qu'on nous permette en tout cas de prendre en compte certains fonctionnements. Et je crois que si nous avions ce plaidoyer-là arrivé au niveau des autorités et même SERAF, je crois qu'il y a comme partenaire l'UNICEF qui prend en cœur en tout cas l'enfance. Si tout le monde se met ensemble pour faire ce plaidoyer, je crois que ça va aboutir et qu'on nous déterminera un taux qui va aller dans ce sens et nous pourrons les inscrire. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que nous pouvons, en tout cas le plaidoyer, il y a le fonds minier, il y a les fonds partants et chauds issus des produits pétroliers, et tous ces éléments-là, je crois qu'on nous permet de mettre quelque chose et quand même dans le fonctionnement, je crois qu'on pourrait prendre en compte la question de l'éducation. Et en résorbant les paillotes, nous pouvons prendre les réhabilitations parce que là aussi il y a la question d'eau, et nous pouvons, en tout cas au niveau de la santé, continuer en tout cas à payer des gaz pour dire que les transferts qui nous arrivent, surtout au niveau de la santé, c'est tellement minime
qu'à un certain moment on ne peut rien faire avec. Mais si de ces fonds-là on nous donnait un bon taux, je crois que la commune peut s'efforcer à améliorer sa condition de vie. Donc le plaidoyer ira dans ce sens-là. Monsieur le maire de Kupela. Ok, donc avant d'aller plaidoyer, voilà, permettez-moi de dire qu'il y a eu des actions illustratives du moins à Kupela. Voilà, donc il faut rappeler que donc nous avons inscrit donc la construction des boutiques de rue. Voilà, donc courant le mois de septembre. Voilà, donc à décembre. Voilà, et à travers donc cette cellule, voilà, donc nous avons donc été saisis, voilà, que par moment, voilà, donc les briques n'ont pas été arrosées donc suffisamment. Voilà, donc c'est pour encore revenir un peu donc de l'importance donc de cette cellule. Aussi en termes donc de recommandations. Voilà, il y avait un certain nombre de recommandations dans le domaine de l'éducation, la santé, l'eau potable et l'assainissement. Voilà, et je pense que donc avant qu'on élabore donc l'avant-projet donc du budget primitif 2021, voilà, donc cette cellule encore nous a approché donc pour nous rappeler, voilà, donc de ces recommandations là, et cela donc nous a permis aussi, voilà, donc déjà d'intégrer, voilà, donc une ligne budgétaire, ne serait-ce que, voilà, une modeste somme de 500 000, voilà, donc dans le domaine de la nutrition afin donc d'accompagner. Voilà, donc c'est encore revenu donc sur le rôle, voilà, on ne peut pas en finir. Voilà, donc c'est maintenant en termes donc de plaidoyer, c'est vraiment demander d'abord l'appropriation même donc de, voilà, du projet, voilà, donc à tous les niveaux. Voilà, il faut que donc tous les maires, il faut que tous les conseils municipaux, voilà, donc puissent d'abord s'approprier donc du projet. Maintenant, l'appropriation donc de ce projet donc va d'abord dans un premier temps, voilà, donc constituer donc une plaidoirie donc à notre niveau, c'est-à-dire au sein des conseils municipaux, et au-delà de ça, c'est demander également donc l'État, voilà, donc à encourager, voilà, donc ces genres de projets, voilà, en leur facilitant donc de beaucoup de choses. Voilà, comme donc il a dit, il y avait la rigidité donc de la nomenclature budgétaire, notamment on ne peut pas donc créer donc des lignes, tout est figé. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je pense que voilà, le projet donc avait porté, voilà, donc ce message donc à l'endroit donc voilà, des autorités, voilà, afin qu'ils essaient de voir qu'est-ce qui peut être fait, voilà, afin que donc le budget donc soit un peu flexible à un certain moment pour donc la prise en compte donc de certains aspects. Voilà, donc également aux partenaires que l'UNICEF et bien d'autres partenaires, voilà, donc c'est un appel, voilà, donc à tous ces partenaires donc vraiment donc d'accompagner, voilà, dans ce sens, voilà, donc l'ancrage de la démocratie et également donc ça va donc booster réellement le développement si voilà, les mentalités donc sont changées. Voilà, donc c'est à tous les niveaux, voilà, que bon, je lance donc ce plaidoyer d'abord au niveau donc des conseils municipaux, voilà, et aux partenaires et à l'État également. Il faut une volonté politique de l'État, voilà, donc pour pouvoir donc accompagner donc ces projets et les encourager. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Thirogo. On va terminer rapidement pour les plaidoyers avec Monsieur le maire de Béret. Bon, je pense que les plaidoyers, tout est dit parce que mais le plus gros, hein, le plus gros de mon point de vue, nous sommes à quelques encablures de la fin de ces municipalités. On est en tout cas, si rien ne change, en tout cas la norme voudrait que ce soit d'ici quelques 4-5 mois que ces municipalités vont prendre fin. Alors que c'est avec ces municipalités ça a commencé et ça va continuer avec d'autres personnes qui arrivent, même s'il y aura, de toutes les façons, il y aura des nouveaux conseils municipaux qui vont arriver. Et ça, c'est un grand défi qu'il faut relever en relançant effectivement ces activités-là avec ces nouveaux conseils municipaux pour que ça ne soit pas une fin avec la fin de ces gens-là. Ça, il y a aussi que les comités mis en place, là, vous voyez que c'est des comités composites. Et il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de fonctionnaires qui vont certainement s'en aller par le trichement des affectations, des mouvements. Mais c'est vrai que les responsables sont, en tout cas le point focal chez nous de la zone, il est sur place, il a une association, ça fonctionne. Mais il y a beaucoup de gens certainement qui vont s'en aller. Il y a déjà même des gens qui sont partis. Le secrétaire, par exemple, chez nous est déjà parti pour d'autres horizons. Il faut aussi voir cela et à la longue pour ne pas perdre effectivement, parce que c'est des formations, c'est des outillages qu'on leur donne et quand on perd un grand nombre, ça devient un recommencement à zéro alors que ça demande
vraiment des fonds colossaux pour faire ces formations. À la longue, je pense que ça pourra peut-être voir comment faire pour que le maximum de gens puissent être stables, non pas stables, mais un peu stables pour qu'on ne perde pas chaud. Et donc, ce sont surtout ces renforts. Et vous avez évoqué un problème qui me tient à cœur. C'est surtout aussi effectivement continuer avec cette formation et cette sensibilisation de ces comités de veille citoyenne là pour qu'ils sachent effectivement raison garder. Parce que tout de suite, quand il a évoqué par exemple le cas de DAO, il y a des choses qui sont un peu secrètes, qu'on le veuille ou pas. Il y a des choses qui sont secrètes que le maire lui-même n'est pas autorisé à divulguer. Et si c'est des documents de ce genre, il faudrait simplement qu'ils acceptent qu'on leur explique que ce n'est pas des documents accessibles. Mais du moment où c'est un document accessible, ceux qui sont dedans le savent. Les gens qui sont dans le comité de veille là sont souvent plus outillés que certains maires, parce qu'il y a certains maires qui n'ont pas leur niveau. Et ils savent que si par exemple un budget public, c'est quand on finit, tout le monde a accès. Et le maire, quoi qu'il soit, il ne peut pas refuser de donner un document comme le budget là à des gens qui veulent effectivement consulter, même si ce n'était même pas le comité de veille. Mais il y a des documents également. Par exemple, si vous prenez les exemples de DAO, là, si vous amusez, des gens, parce qu'un DAO, c'est d'abord un marché. La soumission et puis le prix qu'on donne là-bas, c'est pas la même chose. Et quand le paysan voit ça, quand on sort dans la rue, quand on voit, ça devient un problème parce que les prix de soumission, les prix d'exécution, ça cause des problèmes effectivement de compréhension parce que les gens ne comprennent pas. Et quand ça peut provoquer effectivement donner des quiproquos, il faut nécessairement que le comité parce que c'est de l'aide. Et on ne peut pas aider dans le sens contraire, c'est pas pour détruire. Du moment où ils entendent que le maire ne soit pas rigide parce qu'il veut protéger ses malversations, mais que le comité également ne soit pas effectivement très rigide parce qu'il veut effectivement avoir accès à des données qu'on ne peut pas avoir. Et ça, c'est le travail effectivement de la structure maire, qu'elle sera, qui doit effectivement travailler avec ces gens, le conseil bien sûr avec les communes, les conseils municipaux pour les outiller davantage. Le reste, je pense que déjà, c'est bien, puisque l'outillage qu'ils ont là, et surtout que les responsables, parce que j'ai vu à Guiba et à Béré par exemple, les deux responsables sont locaux. Ce sont des responsables locaux et ils ne vont pas trop bouger. Et comme eux, ils sont là déjà outillés, je pense que même ceux qui ont bougé, ils sont toujours dans la zone. Ça va permettre effectivement de continuer le travail de formation, certainement de la relève des gens qui vont venir après. Merci Monsieur le maire. Désolé de vous couper la parole. On va terminer très rapidement par Monsieur Douagneau. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres en général et puis un dernier message? Des chiffres en général, non, je peux juste peut-être donner suite à l'inquiétude de monsieur le maire de Béré, qu'on a eu aussi à notre niveau, et donc ça a guidé un peu l'élaboration de la phase qui va commencer d'ici là. C'est-à-dire qu'on ne veut même plus faire des formations académiques ou des formations théoriques, mais on veut qu'à travers, par exemple, un portatif, que le type puisse avoir une vidéo où il a l'essentiel vraiment de tout ce qu'on peut apprendre sur. Parce que l'idée, ce n'est pas d'en faire, par exemple, des spécialistes en finances locales, mais d'éveiller la conscience et de se dire le budget, c'est l'affaire de tous et on doit s'accompagner. L'autre aspect, c'est aussi de dire qu'on est toujours dans la continuité donc de plaidoyer, et nous travaillons à ce que justement ces actions, déjà ces bonnes actions soient capitalisées, qu'on puisse tirer aussi les leçons. Je crois qu'il y a eu des leçons de ça et là que nous pouvons tirer pour donc améliorer les interventions futures. Et aussi pour ce qui est des nouveaux conseils à venir, si on ne renforce pas les capacités, il vaut mieux même dire adieu à l'initiative, parce que il y a des maires qui forcément ne vont pas comprendre l'approche, et il faut encore leur expliquer, il faut encore les former. Et il y a, si on veut aussi que le lieu joue son rôle convenablement, il faut encore renforcer ses capacités sur même son rôle, et également qu'il puisse accompagner le comité dans ses actions. Donc l'un dans l'autre, c'est ce que je pouvais dire par rapport donc à ce projet-là. Rapidement, justement, est-ce que ce projet-là, il est en cours en ce moment, il prend fin quand et est-ce qu'il sera renouvelé? Oui, actuellement, nous sommes dans la dernière ligne droite. Et la phase actuelle prend fin le 31 mars. Elle devait prendre fin en décembre 2020, mais nous avons eu une prolongation due justement à la période de Covid, là où nous avons eu un temps mort. Nous avons eu une prolongation sur 3 mois, donc jusqu'au 31 mars.
Actuellement, la deuxième phase est déjà élaborée. Donc nous sommes en discussion avec le partenaire pour vraiment élaguer tout ce qu'on doit élaguer, mettre ce qu'il faut et aussi tirer les leçons des interventions passées pour améliorer donc les interventions futures. Je crois qu'on entrevoit en tout cas autour du 1er avril pour la mise en œuvre donc de la phase 2 du projet. Donc sans temps mort quoi. Merci beaucoup, Monsieur Herman Douagneau. Vous êtes le représentant secrétaire exécutif donc du CRFP. Nous avions sur ce plateau également Monsieur le maire de la commune de Koupela, Monsieur Aruna Tirogo, et nous avions également Monsieur le maire de la commune de Tiankoura, Monsieur Siepola. Merci d'avoir été sur ce plateau. Enfin, nous avions sur ce plateau Monsieur Herman, Monsieur Issouf Cabré, donc maire de la commune de Béré. Merci beaucoup à tous. Merci à vous également qui avez participé à cette émission. Nous avons parlé donc du projet renforcement de la veille citoyenne et de la redevabilité sociale donc dans 20 communes du Burkina. C'est un projet donc qui est porté par le CRFP. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Truth TV.